Mes parents m'ont laissé sans abri et sans emploi. 5 ans plus tard, ils se sont présentés chez moi, accompagnés d'un avocat, pour tenter de tout me reprendre. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je détenais la vidéo de leur erreur fatale et j'étais sur le point d'appuyer sur « Lecture » pour déclencher ma vengeance. Je m'appelle Tessa Rowan et j'avais 32 ans quand tout s'est effondré. L'email est arrivé un mardi. Son objet, une sentence de mort d'entreprise stérile. Restructuration organisationnelle et fin de projet. Je travaillais pour Ironbridge Analytics, un endroit où les données étaient Dieu et nous étions les grands prêtres, traduisant des feuilles de calcul en prophétie pour des cadres marketing de niveau intermédiaire. Mon projet, un modèle prédictif du comportement des consommateurs dans le Midwest, était en fin de vie. C'était le mot qu'ils utilisaient. Pas annulé, pas échoué, fin de vie, comme si c'était une fin naturelle et belle à une longue journée. Et pas seulement un interrupteur actionné dans une ferme de serveurs dans un autre état. Mon manager, un homme qui parlait exclusivement en mots à la mode, a expliqué que mon rôle était maintenant redondant. Il a fait glisser un mince dossier sur le plaquage poli de la table de conférence. Il contenait mon indemnité de licenciement, 2 semaines de salaire et un accord de non-divulgation qui était 4 fois plus long. Alors que la sécurité m'escortait à mon bureau, j'ai senti les regards fantômes de mes collègues. C'étaient de bonnes personnes, mais l'instinct de survie est aiguisé dans un open space. Me regarder, c'était comme regarder un fantôme, une prémonition de leur propre avenir potentiel. J'ai emballé ma vie dans une seule boîte en carton, une succulente en pot, une photo encadrée de ma mère, la vraie, pas la remplaçante, et une tasse à café qui disait « Les données sont le nouveau bacon ». Le badge d'accès à l'immeuble a émis un bip plat, une note finale de déni quand j'ai essayé de l'utiliser en sortant. Il l'avait déjà désactivé. C'est à cette vitesse qu'on pouvait être effacé. La réunion de famille a eu lieu ce vendredi-là dans le salon de la maison où j'avais grandi, à Greyford. J'avais conduit les 2 heures depuis la ville, la boîte en carton sur le siège passager, une boule d'angoisse grandissant dans mon estomac. Darla, ma belle-mère, était assise dans le fauteuil de mon défunt père comme si c'était un trône. Mon demi-frère Evan, de 2 ans mon cadet, fixait intensément son téléphone, ses pouces volant sur l'écran. Il ne m'avait pas regardé dans les yeux depuis que j'étais entré. Tessa, a commencé Darla, sa voix douce et étudiée, du genre qu'elle utilisait avec les nouvelles venues à son club de lecture. Nous devons parler de contribution. Elle a présenté cela comme une proposition commerciale. L'hypothèque était élevée. Les impôts fonciers à North Bay augmentaient. Evan contribuait sa part, travaillant dans les acquisitions pour un fonds de capital investissement, et elle gérait le ménage. Ma contribution, qui avait été un chèque régulier chaque mois pour les charges et les courses, avait maintenant disparu. La logique était aussi froide et tranchante qu'un éclat de verre. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, bien que je le savais déjà. L'air dans la pièce était lourd de non-dit. Nous voulons dire, a-t-elle dit, abandonnant finalement le prétexte de la politesse, que nous ne pouvons pas nous permettre d'entretenir un adulte qui ne participe pas. Ce n'est pas une œuvre de charité. Evan a levé les yeux de son téléphone. Une lueur de quelque chose de la pitié ou peut-être juste de l'irritation dans ses yeux. C'est juste un mauvais timing, Tess. Nous devons être pratiques. Pratique ? Le mot a atterri comme un coup de poing. J'avais vécu dans cette maison depuis l'âge de 5 ans. Les livres de mon père étaient toujours sur les étagères. Une marque au crayon sur le cadre de la porte de la cuisine mesurait toujours ma taille à 10 ans. Mais rien de tout cela n'était pratique. C'était juste du sentiment, et le sentiment ne payait pas les factures. Ils m'ont donné 1 heure. Je suis monté dans ma chambre, la même chambre où j'avais fait mes devoirs et rêvé d'une vie au-delà de Greyford, et j'ai emballé ce que je pouvais dans une seule caisse en plastique. Quelques pulls, mon ordinateur portable, mon certificat de naissance, l'album photo que ma mère m'avait fait avant de partir. Quand je suis descendu, le double de la carte clé de la porte d'entrée était posé sur la table du hall. Ma clé, maintenant juste un morceau de plastique inutile. Evan ne voulait pas me regarder. Darla a juste montré la porte. C'est pour le mieux, Tessa. Ça te forcera à être indépendante. Mon téléphone, qui était sur le forfait familial partagé, a vibré une fois, puis l'écran a affiché une seule phrase dévastatrice, pas de service. Il m'avait complètement coupé. Mon monde était maintenant l'intérieur d'une Honda Civic de 10 ans. La première nuit, je me suis garé dans le coin le plus éloigné du parking d'un supermarché ouvert 24h24,
sous la lueur bourdonnante d'un lampadaire de sécurité. La honte était un poids physique qui m'oppressait la poitrine. J'ai incliné le siège du conducteur, le tissu usé sentant légèrement le café rassis et quelque chose comme la défaite. Je ne pouvais pas dormir. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable, le connectant au Wi-Fi gratuit et terriblement lent du supermarché. J'ai créé une feuille de calcul, non pas pour un projet de travail, mais pour ma vie. Colonne A, argent disponible, $314,57. Colonne B, dépenses hebdomadaires. Je l'ai décomposé avec la précision détachée d'une analyste. Essence, $30. Nourriture, café des stations-service, bagel de la veille, bar protéiné. Abonnement à la salle de sport, $10 par mois pour un endroit où se doucher. J'ai budgétisé tout, sauf un endroit où vivre. Ce nombre était un zéro béant et impossible. Un seul texto est arrivé quand je me suis approché suffisamment d'un café pour profiter de leur signal. C'était de Darla. Reviens quand tu seras sur pied. Ce n'était pas une offre. C'était un jugement. C'était la dernière chose que j'entendrais d'elle pendant 3 ans. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Les mots se sont gravés dans ma mémoire. Sur pied. Je n'étais pas sur pied. J'étais plié dans le siège du conducteur d'une voiture qui ressemblait plus à un cercueil. Les semaines se sont transformées en une routine misérable. J'ai trouvé un travail de serveuse dans un restaurant de quartier qui restait ouvert toute la nuit. Ma vie est devenue un cycle de service de nuit, servant des chauffeurs de camions et des étudiants des assiettes d'œufs et de pommes de terre rissolées luisants. L'odeur d'huile de friture s'est imprégnée dans mes cheveux, mes vêtements, le tissu même de ma voiture. Mes mains, autrefois habituées au plastique lisse d'un clavier, sont devenues rêches et gercées à cause du savon à vaisselle industriel. J'ai appris à dormir par tranches de 4 heures pendant la journée, garé derrière un centre commercial abandonné où personne ne me dérangerait. L'argent de l'indemnité de licenciement avait disparu. Chaque dollar que je gagnais était méticuleusement suivi dans ma feuille de calcul. Une comptabilité sinistre de ma survie. Une nuit de fin janvier, une pluie froide et persistante a commencé à tomber. Elle a rendu les routes glissantes et a tambouriné un rythme lugubre sur le toit de la Civic. Je ne pouvais pas dormir. La condensation de ma propre respiration embuait les vitres, transformant le monde extérieur en une aquarelle floue de néon et d'asphalte mouillé. J'étais assise avec mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. La pâle lumière de l'écran illuminait mon petit monde froid. Par oisiveté, j'ai navigué vers le site web du comté de North Bay, dans la section des ventes pour dette fiscale. C'était une curiosité morbide, une façon de regarder les naufrages financiers des autres pour me sentir moins seul dans le mien. J'ai fait défiler la liste des adresses, une litanie de dettes oubliées et de foyers brisés. Et puis je l'ai vu. 123 Hemlock Street, Greyford. Le souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était la maison de mon enfance. La maison que mon père avait achetée. La maison où ma mère avait planté des rosiers près du porche. La maison que Darla et Evan occupaient maintenant. Elle était sur la liste. Impôt foncier en souffrance. 4 ans de retard. Un montant stupéfiant, plus les pénalités. Ils étaient en train de la perdre. Les mêmes personnes qui m'avaient mise à la porte pour être un fardeau financier laissaient notre maison familiale leur glisser entre les doigts par pure négligence. Je m'attendais à une vague de tristesse, de chagrin, de colère. Mais je n'ai rien ressenti. La partie de moi qui pouvait ressentir ces choses avait été vidée, gelée pendant les longues nuits dans la voiture. Il n'y avait pas de larmes. Mes doigts, raides de froid, ont bougé avec un nouveau but. J'ai fermé le site du comté et j'ai ouvert ma feuille de calcul. J'ai créé un nouvel onglet. J'ai tapé l'adresse. Puis j'ai commencé à ajouter des colonnes. Total des impôts dus, frais de pénalité, date limite de dépôt de la vente aux enchères, frais juridiques estimés. J'ai tiré les chiffres du site du comté, les insérant dans les cellules. Un plan, froid, clair et mathématique, a commencé à prendre forme dans l'obscurité de ma voiture. C'était insensé. C'était impossible. Mais c'était la première chose depuis des mois qui ressemblait à une direction. Là, dans le siège du conducteur de ma voiture, sentant la graisse de friture et le désespoir, garé dans une flaque d'eau dans le coin oublié d'une ville endormie, je me suis fait une promesse. C'était un vœu silencieux, prononcé seulement au pare-brise embué et à la pluie incessante. Si jamais je retournais à Hemlock Street, je ne frapperais pas à la porte.
je changerais les serrures. Le restaurant était un purgatoire de lumière fluorescente et du grésillement de galettes surgelées frappant une plaque chauffante. Mais il payait en espèces, et l'argent liquide était anonyme, intraçable et essentiel. Pendant que mes mains sentaient l'eau de javel et les oignons, mon esprit était à des kilomètres de là, analysant le langage arcane du droit de la propriété. Ma chance est venue sous la forme d'une mission d'agence d'intérim, un contrat de saisie de données de 6 semaines pour Riverton Title et Escrow. C'était comme une bouée de sauvetage. Je suis arrivé tôt, je suis resté tard et j'ai traité le travail non pas comme un boulot temporaire, mais comme un cours de maître accéléré. Le travail était monotone, numérisant des décennies de documents papier du bureau de l'évaluateur du comté. Mais pour moi, chaque document délavé était un chapitre d'un manuel que je ne pouvais pas me permettre. Je ne tapais pas seulement des noms et des numéros de parcelles. J'inhalais la structure même de la propriété. J'ai appris le vocabulaire de la terre, chaîne de titres, servitude, privilèges, charges et la distinction cruciale entre un acte de garantie et un acte de renonciation. J'ai vu comment la propriété passait d'une main à l'autre, comment les dettes s'y attachaient comme des bernacles, et comment une seule erreur de transcription commise il y a un siècle pouvait obscurcir un titre aujourd'hui. Ma superviseure, une femme lasse nommée Maria, a remarqué ma diligence. « Vous apprenez vite », a-t-elle commenté un après-midi, en me regardant faire une vérification croisée d'un plan cadastral avec un registre de 1958. J'ai juste hoché la tête, sans lui dire que je ne travaillais pas seulement pour un salaire. J'étudiais pour une guerre. Mes journées étaient pour Riverton, mes nuits pour Hemlock Street. Après la fin de mon service au restaurant à 3 heures du matin, je conduisais jusqu'au parking de la bibliothèque, je me connectais à leur Wi-Fi et je me plongeais dans les statuts du comté de North Bay. Avec un thermos de café amer de station-service à côté de moi, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur les ventes aux enchères pour dette fiscale. J'ai mémorisé le processus, les exigences de notification publique, les incréments d'enchères, le certificat d'achat. Surtout, j'ai étudié le concept du droit de rachat. À North Bay, le propriétaire initial avait 90 jours après la vente aux enchères pour payer le montant total en souffrance plus les intérêts et les pénalités pour récupérer sa propriété. 90 jours. C'était un compte à rebours que je devrais survivre. J'ai appris les actes de renonciation, un instrument juridique par lequel une personne renonce à tout intérêt qu'elle pourrait avoir dans une propriété sans garantir que son intérêt est valide. C'était un moyen rapide et simple de transférer des droits potentiels. Un outil souvent utilisé dans les divorces ou pour clarifier des ambiguïtés de titre. La pensée s'est logée dans mon esprit, la graine d'une future stratégie. La survie exigeait un bouclier. Tessa Rowan, la serveuse vivant dans sa voiture, ne pouvait pas enchérir sur une maison. Elle était trop vulnérable, trop visible. Alors, j'ai créé un fantôme. Pour 75 $, déposé en ligne depuis l'ordinateur de la bibliothèque, j'ai créé une société à responsabilité limitée. Je l'ai nommée Hemlock Comment LLC. Le nom était une blague privée, une réappropriation de l'adresse qui m'avait été volée. Pour l'adresse de l'agent enregistré, j'ai loué la plus petite boîte postale dans un magasin de services postaux du centre-ville. Hemlock Comment LLC n'avait pas d'histoire, pas de bagages, aucun lien avec moi. C'était une entité juridique propre, n'existant que sur le papier. Un vaisseau parfait pour mon plan. J'ai versé chaque dollar de rechange de mes pourboires de restaurant et de mes chèques d'intérim sur le nouveau compte bancaire de la LLC jusqu'à ce qu'ils contiennent un peu plus que le minimum requis pour couvrir les impôts en souffrance et les frais d'enchères prévus. Le jour de la vente aux enchères était gris et froid. Elle s'est tenue dans une salle de conférence sans âme au mur beige dans le bâtiment administratif du comté. L'air était vicié, avec une odeur de vieux café et de désespoir tranquille. La salle était peu remplie de quelques habitués, des hommes burinés en veste de travail qui ressemblaient à de petits propriétaires et quelques jeunes hommes en costumes élégants qui étaient clairement des professionnels de l'immobilier. J'étais l'enchérisseur numéro 72. J'avais bu tellement de café que mes mains tremblaient, un tremblement que j'ai essayé de cacher en les serrant sur mes genoux. Je me suis assise à l'arrière, regardant le commissaire-priseur énumérer une liste de propriétés indésirables, des terrains vagues envahis par les mauvaises herbes, un bâtiment commercial délabré, un condo avec des milliers de dollars de frais d'association impayés. Personne n'en voulait. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Quand il a finalement appelé, parcelle juillet 2034, 123 Hemlock Street, j'ai senti une secousse de glace dans mes veines. Il a lu l'enchère minimale, le montant exact des impôts, des intérêts et des pénalités dues. Ai-je une offre d'ouverture, a-t-il demandé, sa voix ennuyée.
Silence. Les professionnels de l'immobilier n'étaient pas intéressés. La maison était trop petite, trop vieille. Pas un investissement rapide. Mon moment était venu. J'ai levé ma palette numérotée, mon bras semblant incroyablement lourd. J'ai le minimum, a dit le commissaire-priseur, ses yeux balayant la pièce. Une fois, deux fois. Le marteau est tombé avec un claquement plat et banal qui a résonné comme un coup de feu dans mon esprit. Vendu à l'enchérisseur numéro 72. C'était fait. Personne ne m'a regardé. Personne ne s'en souciait. Pour eux, ce n'était qu'une autre petite propriété oubliée. Pour moi, c'était tout. J'ai marché jusqu'au bureau du greffier sur des jambes chancelantes et j'ai payé. Le coût total était une somme déchirante qui a anéanti toutes mes économies. Les arriérés d'impôts, les frais du comté, une prime pour une police d'assurance titre qui protégerait mon investissement en cas de défaut catastrophique non découvert dans l'histoire de la propriété. Le greffier m'a remis un certificat d'achat. Ce n'était pas encore un acte de propriété, mais c'était mon pied dans la porte. Les étapes suivantes devaient être exécutées avec une précision chirurgicale. J'étais toujours légalement une étrangère à la propriété. Cet après-midi-là, j'ai tapé et envoyé une lettre recommandée officielle au 123 Hemlock Street, adressée aux occupants actuels, comme l'exige la loi de l'État. C'était un avis de préservation de la propriété, indiquant que le privilège fiscal avait été acheté et que moi, en tant que détentrice du certificat, j'avais le droit de sécuriser les lieux pour éviter le gaspillage ou les dommages pendant la période de rachat. J'ai inclus une copie du certificat d'achat. Puis j'ai appelé un serrurier 24 heures sur 24. Je l'ai rencontré sur le trottoir alors que le crépuscule s'installait sur la rue calme. C'était un professionnel, peu curieux. Il a percé l'ancienne serrure de la porte d'entrée et a installé un nouveau pêne dormant robuste. Il m'a tendu 2 clés brillantes, fraîchement coupées. La sensation qu'elle procurait dans ma paume était solide, réelle, la propriété. Après son départ, j'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres rouillées sur le trottoir. Je l'ai ouverte et une pile de courrier humide et négligé s'en est déversée. C'était principalement du courrier publicitaire, mais à l'intérieur se trouvait une collection d'enveloppes d'aspect officiel, des derniers avis de la compagnie de service public, un avertissement de la ville concernant des arbustes envahissants, et 3 lettres distinctes d'une agence de recouvrement de créances, toutes adressées à Darla Rowan, faisant référence à son défaut de paiement des impôts fonciers pour les années précédentes. Une preuve tangible de sa négligence à long terme. Je les ai glissées dans mon sac, mon dossier de preuves s'étoffant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis près d'1 an, je n'ai pas dormi dans ma voiture. J'ai franchi la porte d'entrée du 123 Hemlock Street. L'air à l'intérieur était vicié et froid. La maison était vide, débarrassée. Ils avaient dû déménager peu avant la vente aux enchères, emportant les meubles mais laissant derrière eux la poussière et les fantômes. Dans le salon, j'ai déroulé le sac de couchage bon marché que j'avais acheté dans un magasin discount. Je me suis allongé sur le parquet, le froid s'infiltrant à travers le nylon mince. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'appareil photo et j'ai commencé à enregistrer. La vidéo ne montrait rien d'autre que le plafond en plâtre fissuré et une toile d'araignée dans un coin, mais c'était un horodatage, un drapeau numérique planté sur un sol reconquis. Ceci, déclarait la vidéo à un public inexistant, est le premier jour, mon premier jour. Les 90 jours de la période de rachat ont été les plus longs de ma vie. Chaque jour, je m'attendais à recevoir un avis du comté indiquant que Darla ou Evan avaient payé la dette. Chaque fois qu'une voiture que je ne reconnaissais pas passait dans Hemlock Street, mon estomac se serrait. J'ai continué à travailler à mes 2 emplois, économisant de l'argent, vivant frugalement, attendant. Mais la vie n'est jamais arrivée. Ils étaient soit trop fiers, soit trop fauchés, soit trop arrogants pour croire qu'ils pouvaient réellement perdre la maison. Le 91e jour, je suis retourné au bureau du greffier du comté avec mon certificat d'achat. Le greffier a vérifié le système. Aucun rachat n'avait été déposé. La propriété était à moi. Elle a tamponné mes papiers et une semaine plus tard, un acte de vente fiscale officiel est arrivé à ma boîte postale, transférant légalement la propriété du 123 Hemlock Street à Hemlock Common LLC. Ce week-end-là, je suis allé dans une quincaillerie. J'ai acheté une petite plaque de laiton et un jeu d'outils de gravure. Je suis descendu dans le sous-sol humide et moisi de la maison, un lieu de peurs enfantines et de rangements oubliés. J'ai trouvé une poutre en bois solide près de l'ancienne chaudière. J'ai percé 2 petits trous et j'ai vissé la plaque dans le bois. La gravure était simple, les lettres imparfaitement gravées par ma propre main tremblante.
Elle disait, cette maison est une leçon de conséquence. L'appel est arrivé un lundi matin alors que je frottais la machine à café industrielle du restaurant. Mes mains sentaient le marc brûlé et le nettoyant chimique. Le numéro était inconnu, mais l'indicatif régional était celui de la ville. J'ai failli l'ignorer. La curiosité, ou peut-être le destin, m'a fait répondre. La voix à l'autre bout du fil était sèche, professionnelle, d'un sous-traitant en ressources humaines. Ils appelaient au nom d'Ironbridge Analytics. Mon dossier, a expliqué le recruteur, avait été signalé par un algorithme, une ancienne employée ayant une formation en analyse de données et une expérience contractuelle à court terme dans le secteur des titres et de l'entiercement. C'était une combinaison inhabituelle. Ironbridge, il s'est avéré, venait de remporter un contrat majeur avec la North Bay Regional Bank pour gérer l'évaluation des risques de tiers pour leur portefeuille de prêts immobiliers. Ils créaient un nouveau département à partir de zéro, la conformité des risques. Ils avaient besoin de personnes qui comprenaient à la fois les données et les actes de propriété. Ils avaient besoin de moi. Je suis sorti du restaurant ce jour-là et je n'y suis jamais retourné. 2 semaines plus tard, je rentrais dans le même immeuble de bureaux étincelants qui m'avait rejeté un an auparavant. Cette fois, cependant, je ne me dirigeais pas vers l'étage en open space de l'analyse prédictive. Mon nouveau bureau était au sous-sol, dans une section sans fenêtre et insonorisée de l'immeuble, officieusement connu sous le nom de « la chambre forte ». C'est là que se déroulait le travail peu glamour mais à enjeux élevés. Mon nouveau titre était « spécialiste, diligence raisonnable des garanties ». Mon travail était simple en théorie, infiniment complexe en pratique. Je devais être une sceptique professionnelle. Lorsque la banque se préparait à prêter des millions de dollars contre un bien immobilier, mon équipe était la dernière ligne de défense. Nous examinions chaque document de la chaîne de titres, chaque expertise, chaque arpentage, chaque permis, à la recherche des minuscules fissures qui pourraient signaler une défaillance catastrophique. Nous étions les auditeurs de la réalité. Mon nouveau patron était Victor Lagne, un homme qui avait passé 20 ans comme comptable judiciaire avant de passer à la gestion des risques d'entreprise. Il était mince, impeccablement habillé, et avait des yeux qui semblaient voir tout comme une divergence potentielle. Le premier jour, il ne m'a pas fait de discours de motivation. Il m'a donné une déclaration de mission. Rowan, a-t-il dit, s'appuyant contre un classeur rempli de réglementations de la SEC. Soyons clairs. Nous ne sommes pas une agence de recouvrement. Nous ne sommes pas les forces de l'ordre. Nous ne chassons pas les méchants. Il a fait une pause, laissant les mots s'installer. Nous allumons simplement les lumières. Si des gens se tiennent dans l'ombre à faire des choses qu'ils ne devraient pas, la lumière les met mal à l'aise. Notre travail est de trouver l'interrupteur et de l'actionner. J'ai pris ces paroles à cœur. Je suis devenu une bibliothécaire de la tromperie. Mon ordinateur de travail est devenu un référentiel méticuleusement organisé de typologies de fraude. J'ai créé des dossiers pour chaque type de stratagème. Il y avait des expertises gonflées, remplies d'exemples de rapports qui utilisaient des propriétés comparables de quartiers plus riches ou ignoraient commodément les défauts structurels. Il y avait des signatures falsifiées, où j'ai collecté des exemples d'écriture tremblante et de métadonnées de signatures numériques qui ne correspondaient pas à la chronologie de la transaction. Ma spécialité, mon obsession privée, est devenue le dossier procuration. J'ai appris à repérer les signaux d'alarme d'une procuration frauduleuse, le sceau du notaire d'une commission expirée, le langage standard téléchargé d'un site web douteux, la signature du mandant un peu trop parfaite, comme si elle était décalquée. J'ai étudié le cycle de vie d'un rapport de titre, apprenant comment un transfert frauduleux pouvait être blanchi par une série de ventes rapides entre des sociétés écrans, le faisant paraître légitime à un examen superficiel. Je ne faisais pas seulement un travail. Je construisais un arsenal. Mon salaire était plus élevé que tout ce que j'avais jamais gagné. Les premiers chèques de paie ont servi à rembourser les petites dettes à taux d'intérêt élevés que j'avais accumulées juste pour survivre. Puis l'argent est allé dans la maison. Je vivais toujours une existence spartiate, dormant sur un matelas pneumatique au sol. Mais la maison elle-même était ma priorité. C'était l'atout. J'ai engagé une entreprise de toiture pour remplacer les bardeaux vieux de plusieurs décennies qui avaient commencé à fuir. J'ai payé un électricien pour refaire tout le câblage de la maison, arrachant l'ancien système de boutons et de tubes qui était un risque d'incendie. J'ai investi dans un système de sécurité de pointe avec des caméras couvrant chaque entrée, leurs yeux électroniques impassibles alimentant un flux constant de données vers un disque dur dans mon bureau verrouillé. Le travail était lent, méthodique et coûteux.
Un samedi après-midi, j'étais sur une échelle dans le jardin de devant, grattant méthodiquement la peinture écaillée des cadres de fenêtres, lorsque ma voisine âgée d'en face, Madame Keane, s'est approchée en traînant les pieds. Elle vivait sur Hemlock Street depuis 50 ans et avait vu toute ma vie se dérouler depuis son porche. Mon Dieu, mon enfant, a-t-elle dit, sa voix rauque à cause de l'âge. Tu fais tout ça toute seule. J'ai fait une pause, le grattoir à la main, et j'ai regardé la maison, le nouveau toit, le parement apprêté, les haies bien taillées. J'ai pensé aux feuilles de calcul sur mon ordinateur portable, suivant chaque dépense, chaque entrepreneur, chaque permis. J'ai pensé à la LLC qui en était propriétaire, à la forteresse juridique que j'avais construite autour d'elle. Je lui ai adressé un petit sourire sincère. Oui, madame, ai-je dit. Moi et Microsoft Excel. Elle a gloussé et secoué la tête. Mais il y avait un regard de respect dans ses yeux. Je n'ai jamais invité personne à l'intérieur. Je n'ai jamais posté de photos en ligne. La rénovation du 123 Hemlock Street n'était pas un projet destiné à la consommation publique. C'était une mission privée et ciblée. Ma vie sociale était inexistante. Mon temps libre était consommé par le travail, la maison et une nouvelle obsession, les cours du soir en ligne. Je me suis inscrite à un programme de certification en analyse de la fraude. Pendant que mes collègues étaient à l'apéro, j'étais à ma table de cuisine, apprenant à écrire du code qui pouvait faire des références croisées entre des bases de données publiques, extrayant des informations du bureau de l'évaluateur du comté et les comparant au registre des dépôts d'entreprise du secrétaire d'État. J'ai appris à identifier des schémas d'activité qui, à l'œil nu, semblaient aléatoires, mais qui, une fois analysés ensemble, pointaient directement vers une fraude organisée. Je ne tenais pas de journal. Je n'en avais pas besoin. Le récit était gravé dans ma mémoire. Mais je tenais une liste. C'était un simple document sur mon ordinateur portable personnel, protégé par un mot de passe crypté. Il était intitulé « Compte à recevoir ». Il ne s'agissait pas d'argent. C'était une liste de tous ceux qui me devaient des excuses, un règlement de compte. Le nom de Darla était en haut. Celui d'Evan juste en dessous. Et sous le sien, j'avais ajouté un nouveau nom, Ty Brennan. C'était un agent immobilier lisse et trop bronzé à qui j'avais essayé de louer un petit bureau lorsque j'ai lancé ma LLC. Il avait jeté un coup d'œil à mon adresse de boîte postale et à mon compte bancaire d'entreprise naissant et m'avait congédié avec un sourire condescendant. « Revenez quand vous serez un vrai joueur, ma chérie », avait-il dit. Son nom était maintenant sur la liste. Chaque soir, après une longue journée à allumer les lumières, à Iron Bridge, je rentrais chez moi à Hemlock Street. Je me garais dans l'allée fraîchement pavée, les projecteurs automatiques baignant la petite maison en briques d'une lueur blanche et propre. Je sortais de ma voiture et je marchais jusqu'au nouveau portail en fer forgé au bout de l'allée. Je le fermais et la serrure magnétique se verrouillait avec un bruit sourd final et satisfaisant. Le son était un rituel. Ce n'était pas seulement la fermeture d'un portail. C'était le sentiment de fermer un dossier à la fin de la journée. Un dossier qui s'épaississait de semaine en semaine, rempli de preuves, de stratégies et d'une résolution froide et patiente. L'affaire était toujours ouverte et j'étais la seule à savoir quel serait le verdict final. Cela n'a pas commencé par un coup à la porte, mais par un communiqué de presse du bureau du maire. La ville a annoncé le zonage officiel du corridor technologique de North Bay, un partenariat public-privé de plusieurs milliards de dollars conçu pour attirer le surplus de la Silicon Valley avec des incitations fiscales et un câble à fibre optique à haut débit. La zone désignée était une vaste zone auparavant banale d'entrepôts et d'industrie légère, et elle se trouvait à exactement 8 pâtés de maison de ma porte d'entrée. Du jour au lendemain, les rues calmes et oubliées de mon quartier ont été transformées. Le changement a été presque géologique dans sa rapidité. Des panneaux, à vendre, au branding agressif et brillant des grandes agences, ont commencé à pousser comme des mauvaises herbes sur des pelouses qui n'avaient pas vu d'agent immobilier depuis 30 ans. Ma boîte aux lettres était quotidiennement bourrée de prospectus imprimés professionnellement promettant des offres en espèces et des évaluations records. L'air lui-même semblait changer, chargé du bourdonnement électrique du capital spéculatif. C'était une ruée vers l'or, et les maisons ouvrières endormies de Greyford étaient la nouvelle frontière. J'ai tout ignoré. Je n'avais pas reconstruit ma vie dans ma maison pour encaisser un profit rapide. Puis, un samedi, la ruée vers l'or est arrivée à ma porte en la personne de Ty Brennan. Je l'ai reconnu instantanément grâce à la photo professionnelle mielleuse sur sa carte de visite il y a des années. Il était plus âgé, le bronzage un peu plus cuiré, mais le costume bon marché et l'éclat prédateur dans ses yeux étaient les mêmes.
Il se tenait sur ma nouvelle allée en pierre, regardant au-delà de moi comme s'il calculait déjà mentalement la superficie pour une équipe de démolition. Tessa Rowan, a-t-il demandé, bien qu'il savait clairement qui j'étais. Ty Brennan, Brennan Realty Group. Je suis sûr que vous avez vu mes panneaux. Je représente un client, un fonds de développement qui est prêt à faire une offre très agressive, au-dessus du marché, pour tout ce pâté de maisons. Nous regroupons les parcelles. Nous pouvons conclure en 10 jours, tout en espèces. C'est un chiffre qui change une vie. Il a sorti une proposition plastifiée d'un dossier en cuir, le chiffre clé entouré d'un marqueur rouge. C'était, je dois l'admettre, une somme d'argent obscène. Je n'ai même pas regardé le papier. Je l'ai regardé, lui. Je me suis souvenu de la façon dont il m'avait souri avec suffisance dans son bureau stérile, du geste dédaigneux et désinvolte de sa main. Je ne vends pas, ai-je dit. Ma voix était neutre, dépourvue d'émotion. Il a gloussé, un son sec et cliquetant. Il pensait que je négociais. Écoutez, je comprends. Vous voulez jouer les durs, mais mon client a des poches très profondes et un calendrier très serré. Ça va se faire, avec ou sans cette maison spécifique. Ne soyez pas la seule personne à être laissée pour compte. La réponse est non, ai-je répété, ma main posée sur la poignée de porte. S'il vous plaît, ne revenez pas, le vernis de charme professionnel s'est fissuré, révélant l'arrogance brute en dessous. Il a fait un pas de plus, baissant la voix jusqu'à un sifflement conspirateur. Vous ne comprenez pas, ma chérie. C'est plus grand que vous. Ce n'est pas à vous de décider. Il a tapoté le dossier contre sa jambe, s'est retourné et est parti sans un mot de plus. La menace a flotté dans l'air longtemps après que son VUS surdimensionné ait filé dans la rue. Exactement une semaine plus tard, une lettre recommandée est arrivée. C'était un document juridique formel, un avis de revendication d'intérêt sur un bien immobilier déposé auprès du greffier du comté. Les demandeurs étaient Darla Rowan et Evan Rowan. Mes mains étaient stables alors que je lisais le jargon juridique alambiqué. Le cœur de leur argument était d'une audace à couper le souffle. La maison était et avait toujours été le foyer ancestral de la famille Rowan. Ils prétendaient que lorsque j'avais acquis l'acte de vente fiscale, je n'agissais qu'en tant qu'agent, un gardien temporaire, utilisant mes propres fonds pour préserver l'actif familial en leur nom. Ils exerçaient maintenant, affirmaient-ils, leur droit de récupérer leur propriété. C'était une pure invention, une fiction juridique construite sur du sable. Mais c'est la pièce jointe qui m'a fait m'arrêter. Agrafée au dos se trouvait la photocopie d'une procuration durable. Elle accordait à Darla une autorité pleine et absolue sur toutes les questions juridiques et financières pour ma mère, Elizabeth Rowan, ma mère, qui avait déménagé en Oregon il y a une décennie après le divorce, et avec qui je n'avais que des contacts sporadiques et difficiles. Le document était daté d'1 an seulement. Selon les signatures, ma mère, avec qui j'étais brouillé, avait apparemment accordé à la nouvelle femme de son ex-mari un contrôle total sur ses affaires. Je me suis assise à ma table de cuisine, le document étalé sous la lumière claire et vive, et j'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire d'hystérie ou de peur. C'était le rire sec et appréciateur d'un professionnel admirant une œuvre amateur et de mauvaise qualité. Les faussaires avaient été négligents. Sur la ligne de signature, le nom de ma mère, Elisabeth, était mal orthographié. Ils avaient écrit « Elisabeth », une erreur facile à faire pour un étranger, mais impossible pour ma mère, qui avait passé sa vie à corriger les gens sur ce point précis. Mais le vrai cadeau, l'erreur fatale, était le sceau du notaire public en bas de la page. J'ai reconnu le nom et le numéro de commission instantanément. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, mon cœur battant à un rythme lent et régulier. Il y a 3 mois, j'avais personnellement signalé un dossier à Ironbridge pour une demande de prêt hypothécaire suspecte. Le dossier contenait une lettre de vérification d'emploi falsifiée, notariée avec un sceau de ce même notaire public, un notaire dont la commission avait été déclarée à l'État comme perdue et volée il y a 3 ans. Ils utilisaient un instrument frauduleux connu. Ils étaient paresseux. La journée s'est améliorée. À 14h15, un email automatisé du système de flux de travail d'Ironbridge m'a assigné un nouveau dossier de diligence raisonnable. Priorité, urgent. Client, Silver York Capital, un fonds de capital investissement de taille moyenne. Objet, demande de prêt relais de plusieurs millions de dollars. Garantie, un portefeuille de 8 propriétés résidentielles. J'ai ouvert le premier PDF, le résumé principal de l'acquisition. Les noms à l'écran s'alignaient comme des étoiles dans une constellation maligne. Le fonds,
Silver York Capital, demandait le prêt dans le but exprès d'acquérir et de démolir tout le pâté de maisons du 100 Hemlock Street à Greyford. L'agent du vendeur représentant les propriétaires actuels dans la vente consolidée était répertorié comme Ty Brennan de Brennan Realty Group. Les vendeurs eux-mêmes étaient désignés collectivement comme le Rowan Family Trust. J'ai fait défiler jusqu'au bas de la demande, à la section qui listait la personne qui avait préparé et soumis le dossier de prêt au nom de l'emprunteur, Silver York Capital. Le nom tapé l'a été Evan Rowan, associé aux acquisitions, mon frère. Il ne travaillait pas seulement avec eux. Il était l'architecte. Il utilisait sa position au sein du fonds pour financer la prise de contrôle frauduleuse de ma maison, avec mon propre employeur agissant comme gardien. L'univers ne rimait pas seulement. Il livrait un acte d'accusation méticuleusement annoté directement dans ma boîte de réception. Je n'ai pas paniqué. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai ressenti un profond et glaçant sentiment de calme. Ce n'était plus un drame familial. C'était un dossier. J'ai pivoté sur ma chaise et j'ai sorti un document de mon disque personnel, un modèle que j'avais perfectionné au cours des 2 dernières années. Liste de contrôle des indicateurs de fraude. J'ai commencé à remplir les champs, mes doigts volant sur le clavier, signature contradictoire, commission de notaire expirée, transaction non indépendante, relation non divulguée entre l'emprunteur et le vendeur. La liste de contrôle s'allongeait à chaque clic. Puis je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la porte de mon bureau et j'ai tourné le pêne dormant. Le clic a résonné dans la pièce silencieuse. Je suis allé au petit coffre-fort ignifuge caché dans mon placard, j'ai tourné la combinaison et je l'ai ouvert. À l'intérieur, niché parmi l'acte de propriété officielle de la maison et mes documents de formation de la LLC, se trouvait une petite clé USB noire. Elle avait 5 ans, une relique d'une autre vie. Je l'ai prise. Elle semblait plus lourde qu'une clé USB. Elle ressemblait à une clé. Elle ressemblait à une arme. Elle contenait un seul fichier vidéo, l'enregistrement complet et non édité d'un notaire mobile me rendant visite sur le parking d'un restaurant il y a 5 ans, le jour où Darla a ri à ma figure et a signé un acte de renonciation, abandonnant tous ses droits futurs sur le 123 Hemlock Street pour la somme exorbitante de $1. La preuve n'était plus seulement dans ma tête. Elle était dans ma main. Et il venait de livrer toute la scène, avec l'éclairage et un public, directement sur mon bureau. La clé USB était fraîche et lisse dans ma main, un petit et dense référentiel d'un seul souvenir vieux de 5 ans. En la tenant, je n'étais plus dans mon bureau calme et climatisé d'Iron Bridge. J'étais de retour dans le siège du conducteur exigu et froid de ma Honda Civic, le tissu usé, l'air épais de l'odeur de désespoir et de café rassis. Le souvenir était si vif que c'était presque une sensation physique. C'était environ un mois après qu'il m'ait mis à la porte. J'étais au plus bas, épuisé par les services au restaurant, usé par l'anxiété constante et lancinante de n'avoir nulle part où aller. J'avais ravalé ma fierté, ce qu'il en restait, et j'avais appelé Darla. Je n'ai pas demandé à revenir. J'ai juste supplié pour un sursis. Quelques semaines, le canapé, n'importe quoi pour sortir de la voiture avant que le grand hiver ne s'installe. Sa réponse a été une contre-offre, livrée avec la satisfaction suffisante d'un chat jouant avec une souris. Très bien, avait-elle dit au téléphone, sa voix dégoulinant d'une fausse générosité. Mais nous avons besoin d'un accord, une formalité, pour nous assurer qu'il n'y a pas de malentendu cette fois. L'accord qu'elle a proposé était double. Je devrais signer une déclaration notariée, que son ami avocat avait rédigée, promettant de quitter les lieux dans les 30 jours, quoi qu'il arrive, et renonçant à tous les droits de location. En échange, elle signerait un acte de renonciation. Elle l'a expliqué en riant, comme si elle partageait une blague délicieuse. L'acte de renonciation la verrait renoncer formellement à toute revendication qu'elle pourrait avoir sur le 123 Hemlock Street. La maison va de toute façon être saisie par le comté pour arriérés d'impôts, Tessa, avait-elle expliqué, sa voix sirupeuse de condescendance. La banque ne nous accordera même pas de prêt dessus. Donc, ce petit papier ne veut rien dire. Il est sans valeur. Considère-le comme un petit souvenir amusant de ta leçon d'indépendance. Tu signes mon papier, je signerai ton papier sans valeur. On le fera même notarier. Ce sera officiel. Elle pensait qu'elle remuait le couteau dans la plaie. Elle croyait qu'elle échangeait un bout de papier sans valeur contre un document juridiquement contraignant qui garantirait mon expulsion. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais passé les 2 semaines précédentes à la bibliothèque publique, non pas à chercher du travail, mais à étudier le droit de la propriété.
Je savais exactement ce qu'était un acte de renonciation, et je savais que s'il était légalement exécuté et, surtout, enregistré auprès du comté, il était tout sauf sans valeur. C'était une déclaration publique permanente. Nous nous sommes rencontrés sur le parking du restaurant où je travaillais. J'avais appelé un notaire mobile, un service que j'avais trouvé en ligne qui s'adressait aux personnes qui ne pouvaient pas se rendre à un bureau pendant les heures d'ouverture. Je l'ai payé avec une poignée froissée de billets de $1 et de pièces de monnaie des pourboires de cette nuit-là. Alors que la notaire, une femme à l'air fatiguée en coupe-vent, installait son tampon et son registre sur le capot de ma voiture, j'ai calé mon téléphone sur le tableau de bord, l'ai dirigé à travers le pare-brise et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Juste pour que nous ayons tous les deux une copie de la signature, avais-je dit, ma voix mince mais ferme. Darla avait roulé des yeux, mais elle était trop amusée par tout le spectacle pour s'y opposer. La vidéo a tout capturé. La faible lumière de l'après-midi, la vapeur s'élevant d'une bouche d'égout voisine, et le moment clair et inébranlable où Darla Jean Rowan a signé son nom. La notaire lui a demandé de déclarer pour mémoire ce qu'elle signait. Darla a regardé droit dans l'objectif de mon téléphone, un sourire narquois jouant sur ses lèvres, et a dit « Je signe un acte de renonciation », abandonnant tout intérêt dans la propriété au 123 Hemlock Street, Greyford. Elle a ri en rendant le stylo. Heureuse maintenant? Je l'étais. Dans les 48 heures, j'avais utilisé le reste de mes économies pour payer les frais de dépôt au bureau des archives du comté de North Bay. Je me suis tenu au comptoir et j'ai regardé le greffier tamponner le document original, le scanner dans le système et me remettre un reçu. La transaction était un acte public. L'acte de renonciation n'était plus seulement un bout de papier. C'était un fait immuable, consigné et indexé dans les archives officielles du comté, avec un numéro de document et un horodatage. J'ai sauvegardé le reçu numérique, le fichier vidéo et un scan de l'acte enregistré dans le cloud et sur la petite clé USB noire. C'était ma seule police d'assurance. De retour dans le présent, j'ai inséré la clé USB dans mon ordinateur portable. Le fichier vidéo était toujours là, net et clair. Le visage suffisant et dédaigneux de Darla remplissait l'écran. C'était mon fusil de Tchekhov, et la scène venait d'être plantée. Leur procuration frauduleuse faisait maintenant face à une guerre sur deux fronts. Premièrement, c'était un faux notarié avec un sceau volé. Deuxièmement, même si elle avait été légitime, elle était légalement impuissante. Vous ne pouvez pas accorder de pouvoir sur un bien que vous avez déjà légalement et publiquement désavoué. Darla n'avait aucune revendication sur la maison, et donc ma mère, ou quiconque prétendant être ma mère, ne pouvait pas l'utiliser pour en établir une. La chaîne de titre était irrévocablement rompue, et j'étais celle qui avait le reçu pour le prouver. Ma première démarche a été professionnelle, pas personnelle. J'ai rédigé une demande formelle sur papier à en-tête d'Iron Bridge au service juridique de Riverton Title et Escrow, où j'avais travaillé autrefois. Ma question était simple. Conformément à nos protocoles interagences de prévention de la fraude, veuillez vérifier le statut de la commission de notaire public 78B42, enregistré au nom d'un certain Howard Finney, à la date du 12 mars de l'année dernière. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer pourquoi. Il savait ce qu'une telle requête signifiait. La réponse est revenue en moins d'une heure. C'était une seule et belle phrase. Nos dossiers indiquent que la commission 78B42 a été déclarée perdue et signalée comme compromise 3 ans avant la date de votre demande. Armé de la confirmation officielle d'un tiers, j'ai commencé mon rapport. J'ai ouvert un nouveau fichier, tapant avec une concentration calme et détachée. C'était un rapport d'activité suspecte, un document interne qui serait automatiquement transmis à notre partenaire principal, la North Bay Regional Bank, et déclencherait une cascade d'examens juridiques et de conformité. J'ai détaillé méthodiquement les incohérences de la demande de Silver York Capital, le conflit d'intérêts avec Evan Rowan agissant à la fois comme agent de l'emprunteur et bénéficiaire de la vente, l'entité vendeuse, le Rowan Family Trust, qui ne semblait pas exister légalement dans aucun registre d'État, et le pivot de toutes leurs réclamations, une procuration notariée avec un sceau vérifiablement frauduleux. J'ai joint l'email de confirmation de Riverton Title. J'ai cliqué sur « Soumettre ». Une petite boîte verte est apparue sur mon écran. Rapport enregistré. Dossier signalé pour diligence raisonnable renforcée. Ensuite, j'ai réservé une réunion de 15 minutes avec Victor Lagne. Je suis entré dans son bureau, j'ai fermé la porte et je suis allé droit au but. Je n'ai pas mentionné ma famille, mon histoire ou la maison. Je l'ai présenté comme une étude de cas sur les risques. Le dossier Silver York, ai-je commencé. Je l'ai signalé.
Il présente une série coordonnée d'indicateurs de fraude, y compris une procuration falsifiée et un important conflit d'intérêts non divulgué. Victor a écouté sans m'interrompre, les yeux fixés sur moi. Il a joint ses doigts, son expression illisible. J'ai une question, Victor, ai-je dit. Hypothétiquement, si nous allumions les lumières dans cette pièce particulière en ce moment, qui serait pris dans l'éblouissement? Il a réfléchi un instant. Un minuscule sourire presque imperceptible a effleuré le coin de sa bouche. Les gens qui portent des lunettes de soleil la nuit, Rowan, a-t-il répondu. Ce sont toujours les plus surpris par la luminosité. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Il me disait de continuer. Mon dernier acte de la journée de travail a été de rédiger une lettre. Elle était adressée à Darla Rowan, Evan Rowan et Ty Brennan. C'était une mise en demeure formelle. J'y indiquais que leurs revendications sur la propriété étaient sans fondement et reposaient sur des documents frauduleux qui faisaient maintenant l'objet d'une enquête officielle. J'exigeais qu'ils retirent immédiatement leur avis de revendication d'intérêt et cessent tout contact. Le dernier paragraphe était le coup de grâce. Soyez avisés, ai-je écrit, que toutes les revendications que vous croyez avoir pu détenir sur la propriété en question ont été légalement et publiquement éteintes lors de l'enregistrement d'un acte de renonciation déposé auprès du bureau des archives du comté de North Bay et officiellement inscrit au registre public il y a 5 ans. Pour votre commodité, le numéro de dépôt est le document 2020-47B91. Je l'ai envoyé par email avec accusé de réception et de lecture, ainsi que par courrier recommandé. Je savais que la première chose qu'il ferait serait de rechercher ce numéro. Je savais le moment d'horreur naissante qu'il ressentirait lorsque l'image numérisée de l'acte avec la signature de Darla, claire comme le jour, apparaîtrait sur leur écran. En quittant le bureau, j'ai passé un dernier appel. C'était au même serrurier 24 heures sur 24 qui m'avait aidé il y a 5 ans. J'ai besoin de programmer un remplacement complet, ai-je dit. Chaque serrure de la maison, porte d'entrée, porte arrière, fenêtre, tout. Et j'aimerais que vos meilleures peines dormants soient installées sur toutes les portes extérieures. Quand voudriez-vous faire ça, a-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers le ciel. Des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon. L'air était lourd, chargé de la promesse d'un orage. Ce soir, ai-je dit, dès que possible. Le serrurier a terminé juste au moment où la dernière lueur du jour s'estompait. Les nouveaux peines dormants étaient solides, de lourds morceaux d'acier, et le clic qu'ils faisaient en se glissant en place était le son le plus rassurant que j'ai jamais entendu. Un orage se préparait, l'air épais et chargé d'ozone. Une fine pluie brumeuse a commencé à tomber, transformant l'asphalte de l'allée en un miroir noir et glissant qui reflétait la lumière chaude et provocante de mon Porsche. J'avais délibérément laissé le nouveau portail de l'allée ouvert, une invitation. À 19h12, une voiture a tourné dans Hemlock Street, ses phares projetant 2 cônes de lumière à travers la pénombre grandissante. Ce n'était pas le VUS ostentatoire de Ty Brennan, mais une berline sombre de modèle récent qui ressemblait à une voiture de location. Elle s'est garée sur le trottoir et 4 portes se sont ouvertes presque simultanément. Darla est sortie la première, son visage un masque d'indignation furieuse. Evan est sorti du côté conducteur, ses mouvements saccadés et agressifs. Ty Brennan s'est extirpé de l'arrière, l'air mal à l'aise et hors de son élément. Le 4e homme était un inconnu, plus âgé, avec un costume bon marché et une mallette qui semblait trop grande pour lui. Ce devait être leur avocat. Ils ont remonté l'allée en pierre, non pas comme des invités, mais comme un commando. Darla était en tête, pointant un doigt tremblant vers la maison, sa voix assez aiguë pour couper du verre. C'est ça. C'est la maison de la famille Rowan, a-t-elle crié, sa voix portant à travers la rue calme et humide de pluie. Elle n'a aucun droit d'être là-dedans. Appelez la police. Je vous mets au défi. Ça ne fera que nous faciliter la tâche. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'elle n'atteigne les marches. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, encadré par la lumière de l'intérieur. Avant de dire un mot, j'ai levé la main et j'ai tapoté le petit appareil discret accroché au col de ma veste. Une minuscule lumière bleue s'est allumée. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit, ma voix calme et égale. Je l'ai déjà fait. Juste à ce moment-là, au loin dans la rue, une lueur rouge et bleue a pulsé contre les nuages sombres. Le son d'une sirène lointaine approchant était à peine audible par-dessus le crépitement de la pluie. Leur confiance a vacillé une fraction de seconde. Evan s'est repris le premier. Il s'est avancé, pointant un doigt non pas vers moi, mais vers les nouveaux numéros de maison en laiton à côté de la porte. Ça ne veut rien dire.
Il y a des documents légaux. Tu as signé une procuration. Tu as rendu cette maison. Soit il bluffait, soit on lui avait menti. Peu importe. Je pense que vous vous trompez, ai-je dit en brandissant une tablette que je portais. Son écran était sombre. Je n'ai jamais signé de procuration. Notre avocat là ici, a crié Darla, faisant un geste sauvage vers l'homme à la mallette. C'est en béton. C'est ça, ai-je demandé, et mon pouce a glissé sur l'écran de la tablette. Elle s'est animée, non pas avec un document, mais avec une vidéo. L'image était granuleuse, tournée à travers le pare-brise d'une voiture par un après-midi maussade, mais les visages étaient reconnaissables. Un moi plus jeune, plus mince, une Darla souriante et suprêmement confiante. J'ai tourné la tablette pour qu'ils puissent tous voir. J'ai appuyé sur lecture. Le minuscule son du microphone du téléphone a rempli l'air nocturne. La voix d'un notaire, plate et professionnelle, pouvait être entendue demandant à Darla de confirmer le document qu'elle signait. Et puis est venue la propre voix de Darla, dégoulinant d'une arrogance vieille de 5 ans, résonnant dans le présent. Je signe un acte de renonciation, abandonnant tout intérêt dans la propriété au 123 Hemlock Street, Greyford. La vidéo la montrait griffonnant sa signature, puis levant les yeux directement vers la caméra, un sourire triomphant sur son visage. Heureuse maintenant, avait-elle demandé. Silence. Le seul son était le faible bruit de fond de la vidéo et la pluie qui s'intensifiait. Le visage d'Evan s'est affaissé, la couleur le quittant. Darla a regardé, la bouche entr'ouverte comme si elle voyait un fantôme. C'est Ty Brennan qui a craqué le premier. Il a fait un demi-pas en arrière, les yeux écarquillés de panique. Personne n'a parlé d'une vidéo, a-t-il marmonné, sa voix un murmure bas et paniqué destiné uniquement à lui-même. Il a regardé de la tablette à la voiture de police qui approchait, et je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Il s'est retourné, prêt à fuir. À ce moment-là, la voiture de patrouille de la police de Greyford s'est garée sur le trottoir, ses gyrophares baignant la scène de flash stroboscopique rouge et bleu. 2 officiers en uniforme sont sortis, leurs expressions calmes et professionnelles. L'un était plus âgé, avec une moustache épaisse. L'autre était plus jeune, vigilant. Nous avons reçu un appel concernant une possible situation d'intrusion, a dit l'officier plus âgé, sa voix un baryton stable qui a coupé l'attention. C'est exact, officier, ai-je dit en tournant légèrement mon corps pour que ma caméra puisse les capturer également. Ces individus sont venus sur ma propriété pour m'expulser de force sur la base d'une revendication de propriété frauduleuse. C'est ma maison. C'est un mensonge, a crié Darla, retrouvant sa voix. Nous avons un avocat. Il a les papiers. Elle a poussé l'homme à la mallette en avant. L'officier plus âgé a tourné son regard placide vers l'avocat. Et vous êtes, monsieur? Arthur Finch. Je représente la famille Rowan, a-t-il dit en bombant le torse, bien que ses yeux aient lancé des regards nerveux. Avez-vous votre carte d'avocat, monsieur Finch, a demandé l'officier plus jeune en sortant son téléphone. C'était une simple question standard. Finch a fouillé dans son portefeuille. Il a produit une carte usée. L'officier l'a prise, a tapé le numéro dans son téléphone et a attendu. Le silence s'est étiré. La pluie tambourinait sur le toit de la voiture de police maintenant. Après quelques secondes, le jeune officier a levé les yeux, son visage impassible. Monsieur, a-t-il dit à Finch. Selon le site web du barreau de l'État, votre licence pour exercer le droit a été suspendue il y a 13 mois pour non-paiement des cotisations. Finch a semblé se ratatiner dans son costume trop grand. Ty Brennan, qui était resté figé à mi-fuite, avait maintenant l'air complètement terrifié. Le fondement de leur assaut venait de se transformer en poussière. De plus, ai-je dit en m'avançant, j'ai tendu une grande enveloppe Kraft scellée à l'officier supérieur. Ceci a été signé par la juge Maravos cet après-midi à 16h30. C'est une ordonnance de ne pas faire temporaire interdisant à Darla Rowan, Evan Rowan et leur associé, Ty Brennan, de s'approcher à moins de 100 mètres de moi ou de ma propriété. L'officier a pris l'enveloppe, l'a ouverte et a parcouru le contenu d'un œil exercé. Il a noté le sceau officiel du tribunal et la signature du juge. Il a levé les yeux, son regard maintenant dur et officiel. Il a regardé Darla, Evan et Ty. Vous 3 avez été signifiés. Vous devez quitter les lieux immédiatement. Si vous revenez, vous serez arrêtés. La finalité dans sa voix était absolue. Ty Brennan n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois.
Il marchait déjà d'un pas rapide vers la voiture. Le faux avocat, Finch, s'est dépêché après lui. Evan est resté figé, son visage un mélange de rage et d'incrédulité. C'est Darla qui m'a regardé. Ses yeux fous d'une haine qui se transformaient en désespoir. La pluie battante, qui était maintenant devenue une averse, plaquait ses cheveux sur son visage, lui donnant un air hagard et vaincu. Le tambourinement rythmique sur le nouveau toit en métal de mon Porsche ressemblait à une vague d'applaudissements. « Toi » a-t-elle balbutié, le mot coincé dans sa gorge. « Tu m'as piégé. » J'ai regardé ma belle-mère, la femme qui m'avait jeté dans le froid et qui avait ri en signant la cession d'une maison qu'elle était trop négligente pour garder. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai ressenti aucune colère. J'ai seulement ressenti la satisfaction silencieuse et froide d'un grand livre équilibré. Non, ai-je dit, ma voix claire et stable au-dessus de la tempête. Tu as signé. J'ai juste allumé les lumières. Le lendemain matin à 9h08 précise, j'étais dans une salle de conférence stérile et sans fenêtre au sous-sol du bâtiment d'Ironbridge. L'air était refroidi à une température précise de 20 degrés Celsius. J'étais assise à une longue table polie, mon ordinateur portable ouvert, sur le grand écran au bout de la pièce. Une grille de vidéoconférence affichait une douzaine de visages dans de petites boîtes. C'était l'appel du comité de crédit de la North Bay Regional Bank. C'était la dernière porte que la demande de prêt de Silver York Capital devait franchir. Ma case sur l'écran était intitulée « T. Rowan, conformité des risques ». Victor Lagne était dans la case à côté de la mienne, son expression neutre. Plusieurs vice-présidents de la banque étaient présents, ainsi que leur conseillère juridique en chef, une femme nommée Sharon Price. La plus grande case appartenait aux demandeurs. 3 hommes en costumes sombres identiques de Silver York Capital. Je n'ai pas vu Evan. Il l'avait sagement écarté de l'appel. Le banquier principal de Silver York, un homme aux cheveux parfaits nommé Marcus Thorne, a commencé la présentation. Sa voix était douce, confiante. Il a parlé d'opportunités de marché, de rendements projetés et du calendrier urgent requis pour sécuriser le portefeuille d'Hemlock Street. Nous considérons cela comme un pré-relais simple pour faciliter une acquisition sensible au facteur temps, a-t-il conclu en souriant vivement. La garantie est solide, et nous sommes prêts à agir. Le responsable principal des prêts de la banque a hoché la tête. Merci, Marcus. Tout semble en ordre de notre côté. Nous aurons juste une approbation finale de nos partenaires d'évaluation des risques tiers chez Ironbridge. Madame Rowan, le rapport de votre équipe? C'était mon tour. Tous les yeux, à la fois dans la pièce et à l'écran, se sont tournés vers moi. J'ai cliqué sur ma souris, partageant mon écran. Mon rapport d'activité suspecte, dépouillé de tout récit personnel et présenté comme une série de faits froids et durs, a rempli le moniteur. Bonjour, ai-je commencé, ma voix stable et dépourvue d'émotion. Ironbridge Analytics a terminé son examen de diligence raisonnable renforcée de la demande de Silver York Capital. Notre recommandation est refusée. Un silence stupéfait s'est abattu sur la réunion virtuelle. À l'écran, je pouvais voir le sourire de Marcus Thorne se figer puis disparaître. Nos conclusions indiquent de multiples défauts matériels et indicateurs de fraude qui rendent la garantie sous-jacente insoutenable et exposent la banque à un risque juridique et financier important, ai-je poursuivi en passant à la première diapositive. Premier défaut dans la chaîne de titres. La revendication du vendeur sur la parcelle principale, 123 Hemlock Street, repose sur une procuration. Cependant, un acte de renonciation enregistré publiquement antérieur, document 2020-47B91, a éteint de manière permanente l'intérêt du signataire pour ladite propriété il y a 5 ans. Par conséquent, la procuration est invalide car elle tente de transmettre des droits que le mandant ne possédait pas, j'ai avancé la diapositive. Une comparaison côte à côte est apparue, un scan net de l'acte de renonciation enregistré à côté de la procuration frauduleuse floue. Deuxième, falsification d'un instrument juridique. La procuration elle-même porte un sceau notarié qui a été vérifié de manière indépendante comme étant frauduleux. La commission de notaire utilisée a été déclarée perdue et volée 3 ans avant la date de notarisation. Cela invalide le document en soi. Je pouvais voir la conseillère juridique en chef de la banque, Sharon Price, se pencher plus près de sa caméra. Elle n'observait plus seulement, elle disséquait. L'expression de Victor Lagne est restée inchangée, mais il a fait un seul signe de tête presque imperceptible. Troisième, conflit d'intérêts non divulgué. La demande de prêt a été préparée et soumise par Monsieur Evan Rowan,
un associé aux acquisitions chez Silver York Capital. Monsieur Rowan est également un bénéficiaire désigné du Rowan Family Trust, l'entité répertoriée comme vendeur. Cela constitue une transaction non indépendante, et le défaut de divulguer ce double rôle est une fausse déclaration matérielle au prêteur. Marcus Thorne a finalement parlé, sa voix tendue. Ce sont des erreurs de transcription, des malentendus. La relation familiale est complexe. Je l'ai ignoré, ma concentration absolue. 4e, schéma de conduite. J'ai cliqué sur ma dernière diapositive. C'était une carte du pâté de maisons d'Hemlock Street. Chacune des 8 maisons que Silver York essayait d'acquérir était marquée d'un point rouge. En examinant les documents à l'appui des 7 autres parcelles de ce portefeuille, nous avons découvert que l'acquisition de chaque propriété a également été facilitée par une procuration. Les 8 procurations utilisées pour sécuriser ce portefeuille ont été notariées en utilisant le même sceau de notaire vérifiablement frauduleux et volé. L'écran était une constellation accablante de fraude. Il ne s'agissait plus d'une seule maison, c'était un complot. Sharon Price, l'avocate de la banque, a activé son microphone. Sa voix était d'acier froid. Monsieur Thorne, a-t-elle dit en s'adressant à l'homme de Silver York. Ce que vous appelez des erreurs de transcription, j'appelle ça des actes préparatoires. L'utilisation d'un sceau de notaire compromis à travers plusieurs transactions pour garantir un prêt assuré par le gouvernement fédéral pourrait être interprété comme une fraude bancaire, une fraude électronique et un complot en vue de commettre une fraude. Ironbridge, pouvez-vous nous fournir la source de votre vérification sur le sceau du notaire? Déjà envoyé à votre bureau, Sharon, a dit doucement Victor Lagne, parlant pour la première fois. Rapport complet de Riverton Title. Les 3 hommes de Silver York ont commencé à chuchoter frénétiquement entre eux, leurs microphones toujours actifs. Nous pouvions entendre des fragments. Point m'a dit que c'était propre. Point l'affaire d'Evan. Point annuler la demande. Puis, un par un, leurs caméras se sont éteintes. L'écran est devenu noir. Un instant plus tard, une petite notification est apparue en bas de la grille de conférence. Silver York Capital a quitté la réunion. Les vice-présidents de la banque parlaient maintenant à voix basse, d'un ton urgent. Le responsable principal des prêts qui avait présenté le projet avait l'air pâle. Sharon Price dictait déjà des instructions à un assistant hors champ. La décision a été instantanée. La recommandation d'Ironbridge de refuser est acceptée, a annoncé le vice-président principal, sa voix sombre. Cette demande de prêt est officiellement terminée. Le service juridique prendra la tête de toutes les actions futures. L'appel s'est terminé. Mon travail était fait. Mais il me restait une étape à franchir. J'ai ouvert un nouvel email. J'ai joint une version résumée d'une page de mes conclusions, en me concentrant exclusivement sur l'utilisation répétée du sceau de notaire volé à travers plusieurs transactions immobilières. J'ai écrit un simple objet déclaratif, schéma de falsification présumé dans les dépôts immobiliers. Je l'ai adressé à l'enquêteur principal de la division des crimes économiques du bureau du procureur du comté de North Bay, un contact que j'avais établi lors de mon cours de certification en analyse de la fraude. J'ai appuyé sur « Envoyer ». J'avais allumé les lumières à l'intérieur de la banque. Maintenant, j'éclairais l'affaire pour les forces de l'ordre. Le dossier n'était plus le mien. Il appartenait au registre public, aux agents de conformité, et maintenant au procureur. Je suis retourné à mon bureau, l'adrénaline commençant lentement à s'estomper, remplacée par un profond sentiment de finalité tranquille. Juste avant midi, une notification par email est apparue sur mon écran. L'expéditeur était Ty Brennan. L'objet était un seul mot désespéré, urge. L'email était court. Tessa, il y a eu un énorme malentendu. Mes clients ont agi sur la base de mauvaises informations. Tout cela peut être réglé discrètement. Il n'est pas nécessaire d'impliquer des avocats et des banques. Parlons-en. Nous pouvons vous faire une nouvelle offre, bien meilleure. Que voulez-vous? J'ai fixé les mots pendant un long moment. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que c'était une question d'argent. Il pensait que je pouvais être acheté, que les dégâts pouvaient être contenus. Il ne comprenait pas que la machine que j'avais mise en marche n'était plus sous mon contrôle. Les lumières étaient allumées et le système faisait maintenant ce pourquoi il était conçu. J'ai cliqué sur « Répondre ». J'ai tapé une seule phrase. Le dossier n'est plus entre mes mains. J'ai appuyé sur « Envoyer »,
puis j'ai glissé son email et tous les futurs emails de sa part dans mon dossier de courrier indésirable. Les rouages des mondes de l'entreprise et de la banque broyant leur dossier en poussière, ils ont fait leur dernier geste désespéré. Ils se sont retirés du champ de bataille des faits et des chiffres et ont ouvert un nouveau front devant le tribunal de l'opinion publique. Darla, ayant trouvé un avocat assez désespéré pour prendre son affaire inexistante, a intenté une action civile pour récupérer des biens familiaux volés. Mais le dépôt légal n'était qu'un prétexte. Sa véritable arme était son téléphone. Elle s'est mise en direct sur les réseaux sociaux. La vidéo était un chef-d'œuvre de théâtre manipulateur. Elle a été tournée avec une main tremblante, probablement celle d'Evan, dans un salon faiblement éclairé et inconnu, destiné à paraître déprimant. Le visage de Darla était marbré, ses yeux brillants de larmes fabriquées. Elle a tissé un récit déchirant d'une pauvre mère vieillissante dont la fille froide et ingrate avait profité d'un moment de faiblesse pour voler la seule chose qui lui restait de son défunt mari, leur maison familiale. Elle n'a jamais mentionné les années d'impôts impayés, l'acte de renonciation ou la procuration frauduleuse. Elle a juste pleuré, sa voix se brisant alors qu'elle parlait d'être jetée à la rue par son propre enfant. L'histoire était un mensonge, mais c'était un mensonge simple et puissant. La section des commentaires a explosé de sympathie et d'indignation dirigée contre moi. Pendant 48 heures, je suis restée complètement silencieuse. Mon téléphone a vibré de notifications de publications taguées et de messages en colère. Je les ai tous ignorés. Je n'ai pas engagé la conversation. Je ne me suis pas défendu. J'ai laissé la tempête faire rage, sachant qu'une réponse née de l'émotion serait une erreur tactique. À la place, j'ai travaillé avec la précision froide et clinique d'un expert en déminage. Ma réponse ne serait pas une publication sur les réseaux sociaux. Ce serait un coup de maître juridique et social. Le matin du 3e jour, mon avocate a déposé notre réponse officielle auprès du tribunal, une requête en irrecevabilité. Ce n'était pas une défense. C'était une annihilation. Nous avons fait valoir que l'affaire du plaignant n'avait aucune base juridique pour continuer. Les pièces à conviction étaient jointes. Pièce A, une copie certifiée de l'acte de renonciation enregistré publiquement il y a 5 ans. Pièce B, une déclaration sous serment notarié du dépositaire des archives de Riverton Title, confirmant le statut frauduleux du sceau du notaire sur la procuration du plaignant. Pièce C, un bref rapport d'un expert en informatique légale, vérifiant les métadonnées de l'enregistrement vidéo de la signature de l'acte de renonciation, horodatage, coordonnées GPS du parking et identifiant de l'appareil. Nous n'avons pas seulement réfuté sa revendication. Nous avons prouvé avec des preuves documentées qu'elle commettait un parjure. Mais la salle d'audience n'était qu'un lieu. Je préparais un second, plus important. Pendant que mon avocate déposait la requête, j'étais chez un imprimeur local. Cet après-midi-là, des invitations simples et élégantes sont apparues dans les boîtes aux lettres de chaque maison de Hemlock Street et des pâtés de maisons environnants. Elles ont également été publiées sur la page web communautaire du quartier. L'invitation disait, pour célébrer l'achèvement des rénovations de ma maison, et pour vous remercier tous de votre patience et de votre gentillesse, veuillez me joindre pour une journée portes ouvertes, café, gâteau et communauté. Tous sont les bienvenus. Le jour des portes ouvertes était lumineux et clair. J'ai installé des tables dans le salon et le jardin avec des urnes à café, des pâtisseries de la boulangerie locale et du thé glacé. La maison, fraîchement peinte et remplie de lumière, était prête. Mais c'était plus qu'une fête. C'était une exposition organisée. Sur un grand chevalet au centre du salon, là où une télévision serait normalement, j'avais monté une impression de 1 mètre de large de l'acte de renonciation. Chaque ligne était lisible. La signature de Darla, grande et claire. À côté, sur un autre chevalet, se trouvait une chronologie, imprimée professionnellement, intitulée « L'histoire du 123 Hemlock ». Elle détaillait les dates clés, la date à laquelle les impôts fonciers sont devenus délinquants pour la première fois, la date de la vente aux enchères pour dette fiscale, la date de la signature et de l'enregistrement de l'acte de renonciation, la date du transfert de l'acte de vente finale à Hemlock Common LLC. C'était une histoire racontée en numéros de documents et en dates de registres officiels. C'était irréfutable. Les voisins ont commencé à arriver. Hésitant au début, puis en un flot continu, attirés par la curiosité. Ils ont vu les preuves exposées, mais je ne les ai jamais mentionnées. Je les ai simplement accueillis, leur ai offert un brownie et les ai remerciés d'être venus. Le récit était dans la pièce, parlant de lui-même. Au plus fort du rassemblement, j'ai doucement tapé sur un verre avec une cuillère. Lorsque le brouhaha s'est calmé,
J'ai fait un geste vers le porche avant où un simple ruban rouge était maintenant attaché à travers l'entrée. Je veux juste vous remercier tous d'être venus, ai-je dit. Cette maison compte énormément pour moi, et elle ne serait pas un foyer sans cette merveilleuse communauté. Pour faire les honneurs de la réouverture officielle de la maison, j'aimerais demander à une voisine très spéciale de m'aider. Madame Keane, me feriez-vous l'honneur? Une vague de murmures a traversé la foule alors que Madame Keane, s'appuyant sur son déambulateur, s'avançait. Ses yeux étaient embués. Je lui ai tendu une grande paire de ciseaux. Avant de couper le ruban, elle s'est tournée vers les voisins rassemblés. Je vis dans cette rue depuis 50 ans, a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement, mais claire. J'ai vu beaucoup de choses. L'année dernière, après cette grosse tempête de grêle, mon toit était un désastre. Je suis à revenu fixe et je ne savais pas quoi faire. Tessa, a-t-elle dit en me regardant, a vu ma situation. Elle n'a pas seulement offert sa sympathie. Elle a trouvé un entrepreneur, a négocié un prix juste pour moi et a utilisé ses propres économies pour couvrir la partie que mon assurance ne couvrait pas. Elle m'a dit de la rembourser quand je pourrais. Sans précipitation. Des larmes ont rempli ses yeux. Cette jeune femme n'est pas seulement une propriétaire. C'est le cœur de ce quartier. Sur ce, elle a coupé le ruban. Les applaudissements étaient chaleureux et sincères. Juste à ce moment-là, comme par hasard, un journaliste et un photographe du Greyford local Herald sont arrivés, sans aucun doute attirés par le drame en ligne. Au même moment, une voiture s'est garée, transportant le père Michael de l'église communautaire locale. Il portait un petit porte-document. Il m'a rejointe sur le porche, devant le journaliste et tous mes voisins. J'ai signé le document qu'il avait apporté, un accord formel, rédigé par un avocat pro bono, dédiant le sous-sol fraîchement fini et entièrement isolé de ma maison comme une ressource communautaire. Il servirait de refuge temporaire sécurisé enregistré, disponible en partenariat avec l'église pour toute femme du quartier ayant besoin d'un endroit sûr pour la nuit en cas d'urgence. La journaliste, une jeune femme avec un bloc-notes, a enfin eu sa chance. Madame Rowan, a-t-elle demandé, il y a beaucoup de discussions en ligne sur votre situation familiale. Souhaitez-vous commenter les allégations de votre mère selon lesquelles vous avez volé sa maison? J'ai regardé au-delà d'elle, mes voisins, Madame Keane, le document signé dans ma main. J'ai adressé à la journaliste un petit sourire calme. Il ne s'est jamais agi d'un drame familial, ai-je dit, ma voix ferme et claire pour son bloc-notes. C'est une histoire de registre public, de signature juridiquement contraignante et de l'importance de tenir une promesse que l'on se fait à soi-même. Mon seul autre commentaire est que cette maison est maintenant, et continuera d'être, un atout pour cette communauté. Plus tard dans la soirée, après le départ du dernier invité, j'ai accompli 2 derniers rituels. D'abord, j'ai dévissé les numéros de maison génériques en laiton de qualité constructeur à côté de la porte d'entrée. À leur place, j'ai monté une plaque de bronze foncé sur mesure. Elle disait « Maison Hemlock, entrée sur invitation ». Mon dernier acte a été de prendre la petite clé USB noire de mon coffre-fort. Je ne l'ai pas cachée à nouveau. Son but en tant qu'arme était servi. Maintenant, c'était un monument. Je l'ai placé à l'intérieur d'un petit et élégant cadre de boîte d'ombre. En dessous, j'ai monté une minuscule plaque de laiton gravée. L'inscription n'avait que 2 mots, preuve vivante. Je l'ai accroché au mur de mon bureau. Un testament silencieux et final à toute l'affaire. La salle d'audience du comté de North Bay était une étude de beige et d'hostilité tranquille. Chaque siège était occupé. D'un côté de l'allée étaient assis mes voisins, un contingent silencieux et solidaire dirigé par Madame Keane. La jeune journaliste du Herald était au premier rang, son stylo en suspens. De l'autre côté, Darla et Evan étaient assis à côté d'un nouvel avocat, un homme à l'air harassé qui avait clairement été engagé à prix réduit après que le dernier ait été exposé. Darla était vêtue d'un tailleur bleu marine conservateur, une tentative désespérée de projeter la victimisation et la respectabilité. Evan fixait simplement le bois poli de la table du plaignant, son visage pâle et tiré. Au banc, la juge Maravos présidait avec un air d'immense impatience. Elle était connue pour son esprit vif et son intolérance totale aux poursuites frivoles. « Commençons », a-t-elle dit, sa voix coupant le silence tendu. Il s'agit d'une audience sur la requête en irrecevabilité de la défenderesse. Plaignant, vous avez intenté une action en restitution et en récupération de biens. Présentez vos preuves fondamentales de propriété. L'avocat de Darla s'est levé, lissant sa cravate. Votre honneur, notre cas est simple.
La propriété en question est la maison ancestrale de la famille Rowan. Ma cliente, Madame Darla Rowan, a reçu pleine autorité sur les affaires de la titulaire originale du titre, Elizabeth Rowan, via une procuration durable dûment exécutée et notariée. Il s'est dirigé vers le greffier et a soumis le document avec panache, plaçant une copie sur la barre des témoins. Ce document, Votre Honneur, établit le droit de ma cliente d'agir au nom des intérêts de la famille et de récupérer ce bien volé. La juge Voss a examiné le document, son expression illisible. Défenderesse, a-t-elle dit en regardant mon avocate, une femme calme et méthodique nommée Madame Albright. Votre réponse. Madame Albright s'est levée. Elle n'a pas regardé la procuration. Elle s'est adressée à la juge. Votre Honneur, le document que le plaignant présente est invalide pour 2 motifs distincts et fondamentaux. Premièrement, nous contestons la légalité de son exécution. Elle a fait un geste vers le document. Nous demandons au tribunal d'examiner le sceau du notaire. Nous avons ici une déclaration sous serment du dépositaire des archives de Riverton Title et une déclaration certifiée du bureau du secrétaire d'État de North Bay. Elle a soumis ses propres documents au greffier. Il confirmait que le numéro de commission de notaire sur cette procuration avait été déclaré perdu et signalé dans la base de données de l'État comme compromis il y a 3 ans. La date de notarisation sur le document du plaignant est d'il y a 1 an. Le sceau est frauduleux. Un hoquet a traversé la salle d'audience. L'avocat de Darla a blêmi. Votre Honneur, c'est une question administrative. Ma cliente n'était pas au courant. La juge Voss l'a fait taire d'une main levée. Elle a regardé les documents que Madame Albright avait soumis, puis de nouveau la procuration. La première fissure dans leur fondation était apparue. Mais plus important encore, Votre Honneur, a poursuivi Madame Albright, sa voix gagnant en force. Même si cette procuration était légitime, ce qui n'est pas le cas, elle serait juridiquement sans valeur. La mandante de la procuration, Madame Darla Rowan, n'avait aucun intérêt légal dans la propriété à transmettre. Elle s'est tournée vers le grand moniteur sur le mur de la salle d'audience. Permission d'afficher un document public ? Procédez, a dit la juge, ses yeux se plissant d'intérêt. Une image est apparue à l'écran, un scan haute résolution de l'acte de renonciation. La signature de Darla était agrandie, indéniable. Voici le document du comté de North Bay 2020-47B91, a annoncé Madame Albright, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Un acte de renonciation signé par la plaignante Darla Rowan est officiellement enregistré auprès du comté il y a 5 ans. Ce document, un acte public permanent, montre que la plaignante a sciemment et volontairement éteint tout intérêt légal qu'elle aurait pu avoir dans la propriété au 123 Hemlock Street. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas, Darla a regardé sa propre signature à l'écran, son visage prenant la couleur de la cendre. Evan s'est enfoncé plus bas dans sa chaise comme s'il essayait de disparaître dans le sol. Et pour lever tout doute possible sur l'intention de la plaignante au moment de cette signature, a dit Madame Albright, son ton atteignant son apogée, nous aimerions diffuser une brève vidéo. La salle d'audience s'est légèrement assombrie alors que la vidéo commençait à jouer sur le grand écran. Les images granuleuses du parking du restaurant ont rempli la pièce. L'audio était clair. Tout le tribunal a entendu les questions du notaire. Ils ont entendu la voix claire et suffisante de Darla déclarant son nom et son intention. Ils l'ont entendu rire en qualifiant le document de « sans valeur ». Lorsque la vidéo s'est terminée, Madame Albright a affiché les métadonnées du fichier à l'écran, les coordonnées GPS, la date, l'horodatage, le tout verrouillant le moment dans une réalité numérique vérifiable. Avant que l'avocat de Darla ne puisse même formuler une objection, un homme au fond de la salle d'audience s'est levé. Votre Honneur, si je puis me permettre. Identifiez-vous, a ordonné la juge Voss. Procureur adjoint Frank Miller, comté de North Bay, a-t-il dit. Toute la salle s'est tournée pour le regarder. Darla et Evan ont tressailli comme s'ils avaient été frappés. Votre Honneur, le bureau du procureur a récemment reçu des preuves crédibles concernant un schéma de fraude immobilière présumé dans ce comté, impliquant toute l'utilisation du même sceau de notaire compromis qui apparaît sur la procuration du plaignant. Sur la base de ces informations et des preuves présentées ici aujourd'hui, j'annonce officiellement que notre bureau ouvre une enquête criminelle sur les dépôts frauduleux organisés et la conspiration. Cette affaire n'est plus purement civile. La déclaration a atterri comme une bombe. Darla et Evan n'étaient plus des plaignants luttant pour une maison. Ils étaient maintenant les figures centrales d'une enquête criminelle. Leur avocat a regardé ses clients, puis de nouveau la juge, son visage un masque de pure panique.
Il était dépassé, représentant non pas des victimes, mais des criminels potentiels. La juge Voss en avait assez vu. Son visage était de pierre. Elle a pris son marteau. Le son du bois frappant le bloc a craqué dans le silence stupéfait comme un coup de fusil. L'affaire du plaignant repose sur un document frauduleux utilisé pour faire valoir une revendication qui a été légalement abandonnée il y a 5 ans, a-t-elle déclaré, sa voix sonnant de fureur judiciaire. Ce n'est pas seulement une revendication sans fondement. C'est un abus du tribunal. La requête en irrecevabilité de la défenderesse est accordée avec préjudice. Elle a regardé directement Darla. Le tribunal reconnaît Hemlock Common LLC comme le seul et légitime propriétaire de la propriété au 123 Hemlock Street, libre de toute revendication de la plaignante. Elle n'avait pas terminé. Elle a pris un stylo et a signé un document sur son bureau avec plusieurs traits vifs et en colère. De plus, le tribunal constate qu'une menace crédible de harcèlement existe. Par conséquent, je signe une ordonnance de protection permanente. Darla Rowan et Evan Rowan sont par la présente interdits de s'approcher à moins de 100 mètres de Madame Tessa Rowan ou de sa résidence. Une violation de cette ordonnance entraînera votre arrestation immédiate. C'était fini. Le marteau a frappé une dernière fois, un son de finalité absolue. Le visage de Darla était d'un blanc fantomatique. Elle avait l'air complètement brisée, non pas de remords, mais du choc de la défaite totale. Evan a refusé de lever les yeux. Ses épaules étaient affaissées alors qu'il essayait de protéger son visage des flashs de l'appareil photo du photographe du Herald. Madame Albright m'a serré le bras de manière rassurante. Mes voisins souriaient, certains hochant la tête avec une approbation silencieuse. J'ai ressenti une vague de soulagement si profonde qu'elle a failli me faire plier les genoux. Ce n'était pas du triomphe ou de la joie. C'était le sentiment simple et propre d'un grand poids qui s'enlevait. C'était le clic silencieux d'une serrure qui se mettait en place. Je me suis levé, alors que la salle d'audience commençait à se vider, mon regard a dérivé vers une grande photographie encadrée sur le mur. C'était une carte aérienne du comté de North Bay, un patchwork de villes et de quartiers. Je l'ai parcouru jusqu'à ce que je trouve la section de Greyford, puis la plus petite grille de rue à l'intérieur. J'ai trouvé le minuscule carré qui représentait mon pâté de maison, le point minuscule qui était Hemlock Street. C'était une tache insignifiante sur une vaste carte, mais pour moi, à ce moment-là, c'était le point le plus lumineux de toute la pièce. Je suis rentré du palais de justice en voiture alors que le soleil commençait sa lente descente, peignant le dessous des nuages qui s'amoncelaient de nuances de violet meurtri et d'orange flamboyant. La circulation en ville semblait lointaine, les sons assourdis, comme si je me déplaçais à travers le monde à l'intérieur d'une bulle de silence profond. La bataille juridique, les manœuvres d'entreprise, la confrontation brute et laide, tout cela ressemblait à une histoire que j'avais lue sur quelqu'un d'autre. La seule réalité était la sensation solide du volant sous mes mains et le ronronnement silencieux du moteur me ramenant à la maison. Tourner dans Hemlock Street, c'était comme franchir un seuil. Le monde s'est adouci. Les arbres, maintenant aux branches nues contre le ciel du crépuscule, formaient une canopée familière. Les maisons, leurs fenêtres commençant à briller d'une lumière chaude du soir, se tenaient comme des témoins silencieux. Et puis je l'ai vue, ma maison. La vieille brique rouge semblait absorber les couleurs du coucher de soleil, prenant une teinte rousse profonde et riche, comme si elle avait été polie par la tempête des débats de la journée. Elle se tenait non pas comme un prix ou une forteresse, mais simplement comme un fait. C'était ma maison. Je me suis garé dans l'allée, et alors que la voiture s'arrêtait, mon téléphone a vibré sur le siège passager. Je l'ai pris. Un texto d'un numéro que je n'avais ajouté que récemment à mes contacts. C'était de Victor Lagne. Le message ne contenait que 2 mots. Bon travail. J'ai regardé son message, puis à travers le pare-brise, la maison, la lumière du porche, sentant la lumière du jour qui s'estompait, vacillait, projetant une piscine de lumière accueillante sur les marches en pierre. J'ai pensé au réseau complexe de mensonges que j'avais démêlé, à la logique froide que j'avais déployée, au système en lequel j'avais confiance pour fonctionner. Victor m'avait dit que mon travail était d'allumer les lumières. C'est tout ce que j'avais fait. J'ai répondu par une simple réplique de 4 mots. Les lumières sont allumées. Je suis sorti de la voiture. L'air frais du soir, un baume sur ma peau. Dans ma poche, mes doigts ont trouvé le nouveau jeu de clés, les bords encore vifs et précis. Je les ai sortis, et pendant un instant, je suis resté là dans l'allée, écoutant la douce musique métallique qu'elles faisaient en se tordant les unes contre les autres sur l'anneau. Ce n'était pas le son de la victoire.
C'était le son de l'ordre, de l'accès, de l'appartenance. C'était le son propre et simple d'une serrure et d'une clé qui étaient faites l'une pour l'autre. Un son que je ne tiendrai plus jamais pour acquis. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, le claquement de mes talons sur le chemin de pierre, le seul son dans la rue silencieuse. À l'intérieur, la maison était silencieuse et immobile. J'avais laissé une seule lampe allumée dans le salon, et elle projetait de longues ombres douces. Mes yeux se sont immédiatement posés sur la petite table de l'entrée où j'avais placé 2 nouvelles additions au décor. C'étaient 2 cadres noirs simples et identiques. Dans l'un se trouvait le document qui avait tout commencé, l'acte de renonciation, son langage juridique dense et ses tampons officiels, un témoignage d'un pari vieux de 5 ans. Dans l'autre, l'accord que j'avais signé avec le père Michael, le papier qui avait transformé le sous-sol d'un lieu de stockage en un lieu de sanctuaire pour la communauté. Un document concernait la reprise de ce qui était à moi. L'autre concernait le don d'une partie de celui-ci. Ensemble, ils semblaient former une déclaration complète. Alors que je me tenais là, le capteur de mouvement que j'avais installé dans l'allée s'est déclenché. Dehors, j'ai entendu le faible rugissement du moteur électrique du nouveau portail. Il se fermait pour la nuit, ses barres de fer noir glissant silencieusement en place. Un instant plus tard, j'ai entendu le bruit sourd et rassurant de la serrure magnétique qui s'engageait. Le périmètre était sécurisé. La journée était terminée. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma main. C'était un autre type de notification cette fois. Une alerte automatisée du système Ironbridge. C'était une mise à jour de statut sur un dossier que je suivais. L'objet disait « Mise à jour du dossier, Silver York Capital ». Le corps du message était bref et direct. Statut de la demande changé à « Suspendu » en attente d'une enquête criminelle légale. J'ai lu les mots une fois. Je n'ai pas ressenti une vague de triomphe. Je n'ai ressenti aucun désir de nouvelles supplémentaires. Le dossier était clos. L'affaire était terminée. Les conséquences se dérouleraient comme elles le devaient, loin de ma porte d'entrée. J'ai appuyé sur le bouton sur le côté du téléphone et l'écran est devenu noir. Je l'ai posé face contre la table à côté des documents encadrés. Son pouvoir sur ma vie, sa connexion constante à un monde de conflits et d'anxiété, a été coupé pour la nuit. J'ai traversé la maison silencieuse, ma main traînant le long du plâtre lisse et frais des murs. Je me suis arrêté à la fenêtre de devant et j'ai regardé la rue paisible, maintenant baignée de la douce lueur des lampadaires. Ma maison, ma rue, mon coin de monde tranquille. J'ai repensé à la femme que j'étais il y a 5 ans, blottie dans une voiture, planifiant sa survie sur une feuille de calcul, faisant une promesse désespérée à un pare-brise embué. J'avais tenu cette promesse. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai posé ma paume à plat contre le bois massif. À travers lui, je pouvais presque sentir la texture fraîche et rugueuse de la brique de l'autre côté. J'ai pensé à la dernière accusation venimeuse de Darla. Tu m'as piégé. J'ai pensé aux mots qu'ils avaient utilisés pour me chasser, profiteuse. Le mot était conçu pour infliger la honte, pour me définir par ce qui me manquait. Mais une maison ne connaît pas de mots comme ça. Une maison est une chose physique. Elle comprend le poids, les fondations et les clés. J'ai appuyé mon front contre la porte un instant, le silence de la maison m'enveloppant comme une couverture. J'ai fermé les yeux et j'ai chuchoté les mots dans l'immobilité. Une déclaration finale destinée uniquement à moi-même et aux briques et aux mortiers qui en avaient été témoins. Une maison n'appelle personne un profiteur, ai-je dit doucement. Elle appelle le nom du détenteur de la clé. La caméra imaginaire recule, me laissant debout dans mon entrée silencieuse. Elle flotte à travers la porte d'entrée, montrant la lumière chaude se déversant sur le porche. Elle s'élève plus haut, révélant la nouvelle plaque de bronze à côté de la porte. Maison Hemlock, entrée sur invitation. Elle continue de reculer, montrant toute la rue paisible. Le portail fermé, la maison sécurisée. Une seule voiture passe, ses phares balayant brièvement la plaque avant que la rue ne retourne à son obscurité calme et installée. L'histoire est terminée. L'explication est inutile. La vengeance est complète. La clé a tout dit. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'aimerais savoir d'où vous écoutez. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour vous connecter et partager vos pensées.